Bonjour et bienvenue au Palais Royal à Amman en Jordanie pour une interview exclusive avec Sa Majesté le roi Abdallah II. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Votre Majesté, vous allez bientôt vous rendre en Europe et parmi toutes les discussions, tous les sujets que vous allez traiter avec les dirigeants européens, clairement il y aura une question brûlante. Sommes-nous au bord d'une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien, la réponse rapide, c'est j'espère que non. Nous nous rendrons à Bruxelles, à Strasbourg et à Paris au cours des jours à venir. Nous allons parler avec nos amis, avec les dirigeants européens, et nous allons parler de questions diverses dans ce domaine. Nous allons parler de la manière d'effectuer une bonne coordination entre notre région et l'Europe. Et ce qui occupe tous les esprits aujourd'hui, c'est la situation entre l'Iran et les États-Unis. Pour l'instant, il semble que la tendance soit à la désescalade. Nous espérons que cette tendance se poursuivra. Nous ne pouvons pas nous permettre d'instabilité dans notre région. Toute instabilité dans notre région touche l'Europe également et nombre de discussions toucheront l'Iran, mais également l'Irak. J'ai le sentiment que tout récemment, c'est le peuple irakien qui a souffert, qui a payé le prix. Ce peuple mérite la stabilité, mérite d'aller de l'avant. Je pense qu'en Europe, il faut centrer sur les discussions sur la manière dont nous pouvons venir en aide au peuple irakien, donner espoir concernant la stabilité et l'avenir de leur pays. Et également, il y a d'autres questions dont nous devons parler. Est-ce que vous pensez que le président Trump a pris la bonne décision en éliminant le général Qassem Soleimani? Eh bien, écoutez, je pense que c'est une décision américaine. Nous voulons nous assurer que ça appartient au passé. Nous entrons dans une nouvelle décennie, pas seulement une nouvelle année, et nous espérons qu'au cours des mois à venir, nous partirons du bon pied dans notre région. Il s'agit de faire baisser la température, de faire baisser les susceptibilité. Comme vous le savez, tout est interconnecté dans cette partie du monde. Ce qui se passe à Téhéran a des effets sur ce qui se passe à Bagdad, à Beyrouth, à Damas, concernant le processus israélo-palestinien également. Et donc je pense que cette visite en Europe arrive à un moment opportun. Nous devons parler de la manière dont nous nous parlons, dont nous discutons avec maturité, avec respect mutuel. Il faut éviter les rhétoriques qui pourraient rajouter aux problématiques qui existent dans notre région. Vous avez parlé de l'Irak, évidemment. Alors, craignez-vous que le pays puisse à nouveau sombrer dans une période d'affrontements interconfessionnels, voire de guerre civile? C'est une possibilité. J'ai énormément foi en le peuple irakien. Mais vous êtes inquiet. Nous devons d'être inquiets. Encore une fois, j'ai confiance en le peuple irakien. Je pense qu'il pourra aller dans la bonne direction. L'Irak a connu une formidable trajectoire au cours des 2 dernières années, mais je pense que la chute du gouvernement a provoqué une forme de retour en arrière. Mais je pense que le peuple irakien pourra revenir dans la bonne direction et nous devons travailler dur pour faire en sorte que le sectarisme ne soit pas un problème que nous ayons à gérer, mais ma plus grande préoccupation, et cela fera partie des discussions que nous aurons en Europe, c'est qu'on a pu voir au cours de l'année écoulée une réémergence, un retour du groupe État islamique, pas seulement dans le sud-est de la Syrie, mais également dans l'ouest de l'Irak. Et donc s'il y a une fracture au sein de la société irakienne, une fracture comme celle qu'il y a aujourd'hui, et je sais que les dirigeants irakiens pourront les dépasser, eh bien nous devrons faire face à la réémergence du groupe État islamique. Cela créera des problèmes pour Bagdad et nous devrons être là pour intervenir et aider les Irakiens à gérer cette menace qui nous concerne dans notre région, mais également en Europe et dans le reste du monde. Alors bien sûr, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas manqué d'apprendre que le groupe État islamique a qualifié l'élimination de Qassem Soleimani de, je cite, « intervention divine ». La coalition contre le groupe État islamique a suspendu ses opérations en Irak. Évidemment, il est question des soldats américains qui se sont retirés d'Irak. On l'a vu en Syrie. Alors on se pose la question, avons-nous jeté l'éponge dans la lutte contre le groupe État islamique? Je pense que le bon sens l'emporte toujours. Comme on a pu le voir au cours de la semaine passée, il y a eu nombre de discussions avec les États-Unis, mais également sous la houlette de l'OTAN.
sur la manière de changer d'approche et ne plus se borner à protéger les troupes de la coalition en Irak, mais également recentrer le débat et travailler avec l'Irak pour lutter contre le groupe État islamique en Irak. Il y a des problèmes en Syrie et en Irak, mais pas seulement, il y en a également en Libye, avec le renforcement de combattants étrangers qui proviennent de Syrie, qui arrivent en Libye. Et du point de vue européen, eh bien, la Libye est très proche de l'Europe. Cela fera partie des discussions au cours des jours à venir, comment faire en sorte que nous menions le bon combat contre les groupes terroristes. Alors en parlant de la Libye, que pensez-vous du fait que la Turquie y envoie des soldats? Eh bien, encore une fois, selon moi, cela ne fera qu'ajouter à la confusion. Il y a une décision très importante de la Russie aujourd'hui. Nous espérons que cela permet de faire baisser les tensions. Mais il y a plusieurs milliers de combattants étrangers du noyau dur qui ont quitté Idlib par la frontière au nord et qui sont entrés en Libye. Et nous, dans la région, avec nos amis européens, c'est une question que nous devons régler en 2020. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'il y ait un État failli en Libye et qu'il y ait un conflit majeur entre la coalition et les terroristes extrémistes. Pour en revenir à l'Iran, Donald Trump a prévenu que l'Iran avait l'intention d'attaquer 4 ambassades américaines. Savez-vous si l'ambassade en Jordanie était l'une de ses cibles? Et plus généralement, pensez-vous que des supplétifs iraniens pourraient être en train de préparer une attaque contre la Jordanie? Il y a eu un niveau de menace plus élevé au cours de l'année 2019. Cela concernait plusieurs cibles à l'intérieur de la Jordanie. Du point de vue militaire, nous étions en état d'alerte plus élevé concernant des attaques de la part de supplétifs. Alors pas le groupe État islamique, vous faites référence à des supplétifs iraniens? Oui, ça a été une source de préoccupation pour nous. Heureusement, rien ne s'est passé. Mais il y a eu des tentatives. Pas des tentatives. Nous parlons d'un niveau de menace plus élevé parce que nous avons eu des indications sur lesquelles des cibles étaient visées en Jordanie, donc nous avons dû réagir pour être prêts à toutes les éventualités. Alors rien ne s'est passé, mais comme je le disais, il faut rétablir le dialogue entre nous tous parce que toute erreur de calcul, d'où qu'elle vienne, crée des problèmes pour tout le monde et tout le monde en paye le prix. Alors sur l'Iran, vous avez évidemment évoqué le croissant iranien. Il y a plusieurs années, l'Iran jouait un rôle prépondérant dans la région, mais en parallèle, nous avons assisté à des manifestations contre la hausse des prix en Iran que l'État a brutalement réprimée. De nouvelles manifestations ont éclaté à la suite du tir qui a la détruit... perte tragique de cet avion. Oui, un avion ukrainien. On voit donc qu'il y a une sorte de paradoxe. D'un côté, l'Iran se présente comme une grande puissance, mais le régime iranien serait en définitive assez fragile, non? Bien, je suis très heureux que vous ayez parlé de mes propos. Dans cette déclaration, il y a de nombreuses années, j'ai parlé du croissant chiite. Mais pour être plus réaliste, il s'agit d'un croissant iranien qui est présent en Irak, en Syrie, au Liban. C'est une question à laquelle nous avons tous dû faire face. On a tous vu les défis intérieurs auquel fait face le peuple iranien. Je pense que la situation économique est très difficile, cela exerce des pressions sur le régime. Et comme pour nous tous, dans la région, on a une jeunesse qui a un poids démographique sans précédent, qui veut des perspectives, qui souhaite la stabilité. Et donc comment gérer l'économie en interne pour garantir une vie meilleure pour nos populations. Et c'est une question qui se pose en Iran. Le peuple iranien mérite d'avoir une vie épanouie et de connaître la prospérité. Rapidement, au sujet du sultan Qaboos-Doman, il était, dans une certaine mesure, un intermédiaire, un médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que sa disparition est encore plus regrettable au vu des circonstances actuelles? Sans aucun doute. Feu Sa Majesté le Sultan était une icône. Il y avait des liens d'amitié fantastiques entre Feu Sa Majesté le roi Hussein et le sultan, et j'ai eu l'immense chance d'hériter de ces liens d'amitié. Sa Majesté était connue pour sa voix neutre, c'était une voix raisonnable, un leader qui rassemblait les gens. Et il établissait un lien entre l'Iran, le monde arabe et la communauté internationale. Et je suis convaincu qu'Oman continuera de jouer ce rôle positif.
Mais c'est sûr, il faisait partie de cette dernière génération de dirigeants qui nous manquera et les capacités de rassembleurs du sultan nous manqueront. J'aimerais à présent parler du conflit israélo-palestinien. Benjamin Netanyahou a fait part de son intention d'annexer la Cisjordanie ou une grande partie de la Cisjordanie. Le gouvernement israélien a commencé à prendre des mesures en ce sens. Le gouvernement américain, quant à lui, a changé sa politique il y a 2 mois au sujet des colonies qui ne violeraient plus aujourd'hui le droit international. Vous avez prévenu qu'il y aurait, je cite, de graves conséquences en cas d'annexion. Alors qu'entendez-vous par de graves conséquences? Parle-t-on d'un recul ou d'une rupture des relations diplomatiques? Eh bien, la Jordanie est stratégiquement engagée en faveur de la paix entre la Jordanie et Israël. Il s'agit d'un facteur majeur de stabilité dans notre région. Malheureusement, nous comprenons bien que les élections ont provoqué un repli sur soi d'Israël depuis plus d'1 an, un repli sur les questions internes. Et donc notre relation est gelée, elle est en pause. Nous espérons que le peuple israélien désignera un gouvernement le plus tôt possible et nous verrons comment procéder par la suite. À mon sens, la solution à 2 États, et je sais que c'est l'avis de nombre de pays européens, cette solution à 2 États est la seule manière de procéder. Les partisans d'une solution à un État se fourvoient car il y aurait 2 poids, 2 mesures qui seraient appliquées à 2 peuples différents. Et cela ne peut générer que de l'instabilité. La seule manière d'avancer, c'est d'assurer la stabilité du Moyen-Orient et pour ce faire, il faut qu'il y ait une stabilité entre Israël et la Palestine. Et que se passera-t-il si Israël annexe la Cisjordanie? Quelles mesures envisagez-vous? Encore une fois, quand je parle d'Israël, il s'agit d'une rhétorique en Israël qui est liée au climat politique des élections. Et c'est une source de préoccupation pour nous tous dans la région. Parce qu'on est en train de s'aventurer sur des territoires totalement inconnus pour nous tous. Et cela ne peut que créer davantage d'instabilité et de problèmes de communication. Pour la Jordanie, c'est une relation qui est importante. Il faut rétablir le dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est vital. Il faut également rétablir le dialogue entre Israël et la Jordanie qui est interrompu depuis 2 ans. Donc il faudra voir quel sera le choix du peuple israélien. Est-ce que cette relation vieille de 25 ans va mal aujourd'hui? Eh bien, en raison de la campagne électorale qui malheureusement traîne en longueur, il n'y a pas de communication, de liens bilatéraux entre nos 2 pays. Donc quand on entend certaines annonces, certaines décisions, comme pour la Cisjordanie par exemple, cela génère des doutes pour nombre d'entre nous. On se demande vers où se dirigent les dirigeants israéliens. À commencer par le Premier ministre. Bien, encore une fois, la Cisjordanie, c'est une question qui peut nuire à la relation entre la Jordanie et Israël. Donc il faut voir ce qui se passera. Donc voyons quelle sera l'issue des élections et quand il y aura un gouvernement stable, nous verrons. Et qu'en est-il de l'accord du siècle de Donald Trump? Il l'a promis, nous avons vu l'ambassade déménager à Jérusalem, nous avons assisté à son changement de position sur les colonies, l'autorité palestinienne ne parle pas à l'administration Trump. Les Palestiniens, et je vais le dire de manière brute, pensent qu'au lieu de faire l'accord du siècle, le président Trump est plutôt de mèche avec Benjamin Netanyahou pour enterrer la solution à 2 États. Croyez-vous encore aujourd'hui en cet accord du siècle? J'ai eu de nombreuses conversations avec le président Trump sur cette question. Je pense qu'il comprend bien ce qui est nécessaire pour rassembler les Israéliens et les Palestiniens. Mais il ne le fait pas. Bien, nous attendons que le plan soit dévoilé par son équipe. C'est une zone grise, une zone d'incertitude pour nous tous parce que tant qu'on ne connaît pas la teneur de ce plan, et je parle pour la Jordanie, les pays de la région et les Européens, donc nous verrons lorsqu'il sera annoncé. Avant l'élection présidentielle américaine? Alors je ne sais pas exactement quand ça interviendra, mais je pense qu'il sera présenté
bientôt. Mon travail, c'est d'être optimiste. Comment nous appuyer sur ce plan et comment l'utiliser pour rassembler les Israéliens et les Palestiniens. Il est difficile pour nous de faire des plans précis si on ne connaît pas la teneur de ce plan, et cela représente un problème pour la Jordanie et pour nos amis européens. Nous en parlerons lors de notre visite en Europe cette semaine. Nous appuyons l'initiative visant à rassembler les Israéliens et les Palestiniens, mais il faut que nous connaissions le plan pour pouvoir être optimistes. Alors j'aimerais à présent parler de la Syrie rapidement, car nous manquons de temps. Bachar al-Assad semble avoir gagné. Alors, pourquoi ne pas l'admettre? Et dans votre cas, il y a des discussions, il est même question de rétablir totalement les relations diplomatiques entre la Jordanie et la Syrie. Il y a une réalité sur le terrain dont vous venez de faire mention. Et la communauté internationale voit que c'est une réalité. Le régime aujourd'hui est dans une position beaucoup plus forte. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Je pense qu'il faut voir comment le régime syrien évoluera sur la question de la Constitution et d'une nouvelle gouvernance, tout en gardant à l'esprit qu'il y a un deuxième dossier, la guerre contre le groupe État islamique, et que cela revient sur le devant de la scène. Et donc nous voulons travailler avec la communauté internationale pour faire en sorte que la question de la Constitution et la question politique avance dans la bonne direction. Et il y a un défi immense qui consiste à reconstruire la Syrie et à donner des perspectives de vie aux Syriens. Mais comme vous l'avez dit, il y a une réalité sur le terrain que nous devons prendre en compte. Et cela ne veut pas dire qu'on leur fait un chèque en blanc. Il va falloir travailler ensemble avec tout ce qui a été convenu, notamment la nouvelle Constitution. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un rétablissement total des relations diplomatiques? Bien, la Jordanie est en discussion avec Damas, mais de nombreux autres pays du monde prennent la même direction sur la base d'une vision internationale du cap suivi par la Syrie. Alors bien évidemment, la Syrie est un sujet important pour la Jordanie. On estime qu'1,3 million de Syriens vivent en Jordanie aujourd'hui. Certains sont rentrés chez eux, mais il n'y en a que très peu. Alors ils vont rester longtemps en Jordanie. Vous allez bientôt vous rendre en Europe. L'Europe a signé un gros chèque au président Erdogan pour garder les réfugiés en Turquie. Ce n'est pas la même chose qui s'est produite en Jordanie, de loin. Pensez-vous avoir été abandonné par la communauté internationale? Nous ne menaçons pas l'Europe en canalisant des flux de réfugiés vers l'Europe, parce que nous estimons que c'est à nous de régler ce problème dans notre région. Cependant, l'année dernière, c'est une des années pendant lesquelles nous avons reçu le moins d'aide de la part de la communauté internationale. Nous devons emprunter auprès de la communauté internationale pour faire face à une augmentation de 20% de notre population, pour pouvoir loger tout le monde et soigner tout le monde. Imaginez une augmentation simplement de 10% de la population dans n'importe quel pays européen. Donc nous sommes frustrés. Évidemment, nous sommes très reconnaissants car nombre de pays nous aident, mais nous devons être aidés pour pouvoir loger tous les Syriens, pour faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école, également pour les soigner. Parfois, nous sentons que nous sommes abandonnés alors que nous faisons ce qu'il faut. Nous permettons à l'Europe d'éviter énormément de pression en nous occupant des réfugiés. Espérez-vous que l'Europe prenne des engagements pendant votre visite? Les dirigeants européens comprennent les défis auxquels fait face la Jordanie et nombre de dirigeants nous soutiennent. Nous sommes très reconnaissants. Il y aura d'ailleurs des discussions sur le soutien de ces pays. Mais la réalité, c'est qu'il y a une lassitude des bailleurs de fonds, une lassitude des réfugiés, et la Jordanie en souffre. Une dernière question. Récemment, en Algérie et au Soudan, nous avons vu des présidents de longue date être écartés. En Irak, on en a parlé également au Liban. Le Premier ministre a été évincé à la suite de manifestations contre la mauvaise gouvernance, la corruption, etc. Cela ne s'est pas produit ici. Alors je sais que vous avez répété très souvent que votre priorité absolue consiste à offrir un avenir aux jeunes Jordaniens. Craignez-vous voir le même genre d'événement se produire ici, à moins que la communauté internationale n'intervienne et que des réformes soient mises en place? Je pense que les discussions qui auront lieu en Europe devront souligner le fait que notre région a besoin de 60 millions d'emplois pour les jeunes au cours des années à venir. Si on ne crée pas de perspective pour les jeunes, c'est une question qui concerne le monde entier. Vous avez pu voir les manifestations, pas seulement au Moyen-Orient, également en Europe et ailleurs.
Mais nous devons travailler ensemble pour donner des perspectives aux jeunes, parce que si nous n'y arrivons pas, l'instabilité continuera de progresser. Donc oui, ça m'empêche de dormir parce que nous voulons améliorer la vie des Jordaniens. Nous sommes dans une région très difficile. Vous avez vu, la crise des réfugiés syriens a été très difficile pour nous, mais nous avons un très bon plan de reprise économique. Le gouvernement essaie de remettre l'économie sur les rails et nous en voyons les résultats, mais il nous faut davantage de soutien de la part de nos amis à l'international pour faire en sorte que la Jordanie avance dans la bonne direction. Mais comme vous l'avez dit, nombre de pays font face aux mêmes problèmes dans le Moyen-Orient. Votre Majesté, roi Abdallah de Jordanie, merci beaucoup de nous avoir reçus pour cet entretien exclusif. Merci de regarder France 24 et à tout de suite pour plus d'informations.